Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire organisé par Converteo et le collectif ICO. On va prendre quelques minutes pour attendre les prochains participants. Et on commence à 11h05, si vous le voulez bien. Bien, je vois qu'on a déjà 25 participants, ce qui est déjà très bien. Je vous remercie encore une fois à toutes et à tous d'être connectés pour ce webinaire. Donc on est là pour discuter d'un superbe enjeu qui est le développement durable appliqué au e-commerce. Ce webinaire vient dans la continuation du baromètre e-commerce durable que Converteo a publié en fin d'année dernière. Et de fil en aiguille, de traction en traction, j'ai eu le plaisir de rencontrer Adeline et on a eu le plaisir aussi de pouvoir avoir deux participants de Decathlon venir s'exprimer sur les sujets notamment de circularité. Euh, sans attendre, vous allez voir, je pense qu'en 45 minutes, on aura terminé. On vous libérera pour moins le quart. D'abord, on va se présenter, évidemment. Je prendrai quelques minutes pour rappeler de quoi parlait le baromètre, comment il fonctionnait et pourquoi donc Decathlon est la première entreprise dans notre classement. On aura le plaisir d'avoir Adeline qui nous parlera un petit peu des enjeux de la circularité appliquée à l'e-commerce. Et puis, on ouvrira une session très intéressante, vous verrez, de questions-réponses avec Magali et Anthony. Vous voyez sur le module là, Livestorm, en bas à droite, il y a le petit bouton chat où vous pouvez poser vos questions. Nos modérateurs sont en ligne. On discutera de vos questions à la toute fin. On se réserve 5 à 10 minutes sur la fin. Voilà. On va donc évidemment se présenter tous les quatre. Magali, si tu veux bien commencer. Oui, bonjour tout le monde, enchantée. Donc moi je m'appelle Magali Jonquet, je suis directrice de produits digitaux pour Decathlon et je m'occupe de tout ce qui est circularité, donc les business models tels que la location, la seconde vie, la réparation et le recyclage. Et mon périmètre couvre l'ensemble des pays Decathlon dans le monde. Oui. Et du coup, moi, c'est Anthony Lemans. Je travaille pour Decathlon France sur le sujet de la seconde vie des produits, sur ce qu'on appelle les produits sauvés. C'est tous les produits qui sont retournés non neufs par nos clients, qui sont directement transférés en seconde vie depuis nos coéquipiers, depuis nos magasins par les coéquipiers. Et puis, je m'occupe également du don de produits pour les magasins français et également pour notre partie digitale, bien entendu. Merci. Adeline. Bonjour à toutes et tous. Alors, moi, je suis Adeline Gabet. Je suis membre d'un collectif qui s'appelle ECO comme e-commerce responsable. On est un collectif de professionnels qui ont décidé de réfléchir sur un avenir plus durable pour le e-commerce et ce, dans tous ces métiers, que ce soit le produit, le marketing et la communication, l'IT, la distribution, la logistique, etc. Et on a publié un livre blanc il y a à peu près un an qui parle justement de tous ces enjeux de durabilité appliqués à l'ensemble des métiers du e-commerce et puis quelles pistes de bonnes pratiques on peut imaginer. Merci. Et moi, c'est Sylvain Defay. Alors, j'ai plusieurs casquettes. Mon métier historique, c'est plutôt la publicité digitale, mais je suis aussi responsable RSE du cabinet Converteo. Converteo, c'est un cabinet expert dans les métiers du digital, de la data, appliqué au marketing, appliqué aux directions informatiques. Et je porte aussi donc nos prestations de conseil en matière de développement durable, qu'on applique évidemment à nos métiers, à nos compétences, c'est-à-dire le numérique responsable, le e-commerce durable qui est l'objet de ce sujet ce matin, et puis aussi
l'impact environnemental de la publicité. Sans plus tarder, on voulait rentrer un petit peu dans le baromètre. Pourquoi est-ce qu'on fait ce baromètre chez Converteo? C'est un des piliers de notre propre démarche RSE. C'est un outil de sensibilisation de notre industrie et de nos clients e-commerçants avec qui on échange très régulièrement. Ça nous permet d'évaluer les pratiques. C'est un questionnaire sur 35 questions, 5 thématiques. C'est l'occasion de rappeler à tous les évolutions de la réglementation en matière de durabilité. Et puis évidemment, et c'est tout l'enjeu de ce matin par exemple, c'est la promotion des bonnes pratiques avec des exemples concrets qu'on prélève ici et là sur le web et qu'on documente dans ce baromètre. Quelques chiffres sur le e-commerce. Après le haut du pic Covid, aujourd'hui on est revenu à 10% du retail aujourd'hui sur le web. Fox Intelligence a un très bon baromètre, il scrolle les transactions sur le web tous les mois. La seconde main, c'est à peu près 10% du e-commerce aujourd'hui. Et puis évidemment, le e-commerce est un comportement d'achat complètement adopté aujourd'hui. 4 achats en moyenne par mois pour les Français. Et quand on parle de logistique, c'est intéressant de se rappeler que dans l'habillement, par exemple, un Français sur 5 renvoie des vêtements après achat. La RSE, évidemment, la durabilité appliquée à l'e-commerce, c'est les mêmes piliers que pour n'importe quelle industrie. C'est les enjeux environnementaux. On parlera beaucoup de circularité, d'éco-conception des produits qui sont commercialisés. C'est les enjeux climatiques et la stratégie nationale bas carbone qui s'applique à tous ces acteurs. Et un enjeu plus particulier au commerce, qui est l'affichage environnemental des produits, sous l'égide de l'Union européenne et de la méthode PEF. Mais la France est bien et plutôt avancée avec notamment l'initiative Ecobalise sur l'habillement et l'alimentaire. Les enjeux sociétaux du e-commerce, évidemment, c'est la santé, la sécurité au travail, dans les entrepôts, dans la logistique, les transports, mais c'est aussi un superbe foyer potentiel d'embauche et d'insertion par le travail. Je pense à la réparabilité. Et la gouvernance, évidemment, s'applique à toutes les entreprises avec des niveaux différents selon la taille de l'entreprise. La façon dont on évolue ces 3 piliers dans le baromètre, c'est 5 thématiques. La viabilité du modèle d'affaires, la location, la réparabilité, la seconde main, la chaîne logistique, les efforts en termes de sélection de produits et de marketing, les efforts de transparence en termes de sourcing des produits, impact carbone, impact environnemental des produits mis en avant, et puis toute la documentation, les efforts en termes d'engagement public. Donc ce matin, on va vraiment se concentrer sur la viabilité du modèle d'affaires, la durabilité et la circularité. Et il s'avère que Decathlon était premier de notre baromètre. Alors, sur les 5 piliers de notre étude, mais aussi 100%, vous voyez, de réponses positives à la partie circularité. Il n'y a que 3 entreprises dans le baromètre à avoir ce chiffre, Decathlon, Boulanger et Samsung. Ça veut dire que Decathlon répond favorablement à des questions comme est-ce qu'il y a de la location, est-ce qu'il y a des produits réparés, est-ce que les produits sont repris, et aussi est-ce que Decathlon met en avant des matériaux recyclés dans ses produits, est-ce que Decathlon met en avant la réparabilité et à des engagements de durabilité, donc des engagements de garantie notamment. Pour toutes ces questions, ce sont des sources publiques. Il faut savoir que c'est une étude qui n'a pas de biais. On se met dans la peau d'un consommateur, on regarde les données sur le site, dans la documentation RSE aussi souvent. Et puis c'est des réponses oui, non, il n'y a pas de biais, il n'y a pas de pondération en termes de volume de chiffre d'affaires, etc. Donc on remercie encore Magali et Anthony d'être présents. Je vais juste passer la main à Adeline sur quelques rappels sur la circularité, avant de passer à la phase question.
Oui, merci Sylvain. Quand on parle d'économie circulaire, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière cette notion? Bon, la définition, c'est produire des biens et des services de façon durable en limitant la consommation des ressources et la production de déchets. Donc souvent, on assimile l'économie circulaire à réemployer des matériaux, ou en tout cas recycler les déchets, etc. Mais en fait, c'est bien, bien plus que tout ça. La première chose, la première étape par laquelle on peut passer quand on parle d'économie circulaire, c'est l'approvisionnement durable. Donc, quand on est un producteur, ça veut dire utiliser des matières premières qui sont moins impactantes pour l'environnement, en termes d'empreinte carbone, certes, mais pas que, parce que c'est très important d'avoir une vision multicritère. Donc, ça veut dire faire attention aussi à la pollution que ça peut engendrer pour les eaux, les sols, etc. On pense aux matières plastiques, aux PFAS, etc. Quand on est un distributeur, ça veut dire impliquer ses fournisseurs dans sa démarche et donc créer une boucle vertueuse sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et on peut penser notamment pour le e-commerce qui ont des marketplaces à cette implication justement de quel cahier des charges je vais créer pour les gens que je vais accueillir dans ma marketplace. L'économie circulaire, un des piliers, c'est également l'éco-conception. Donc, éco-concevoir des produits, ça peut être les éco-concevoir pour qu'ils soient mieux recyclables. Le contre-exemple, c'est un peu l'industrie des produits électroniques qui a tendance à miniaturiser de plus en plus les composants, ce qui rend le recyclage soit impossible, soit très coûteux parce qu'il y a beaucoup d'opérations manuelles. Donc, éco-concevoir, c'est ça, c'est penser au recyclage, penser surtout à la durabilité du produit, évidemment, et à sa réparation. Donc, est-ce que je mets des pièces à détacher à disposition, pendant combien de temps, etc. Ça peut vouloir dire aussi faire peut-être des produits qui sont moins sensibles aux effets de mode, une offre plus pérenne, faire moins de collections, par exemple, dans le domaine de la mode, comme l'ont décidé les marques Loom ou Atelier Tuffery, miser vraiment sur la durabilité et lutter contre la surproduction en co-construisant son offre avec ses clients ou travailler sur un modèle de précommande, ce qui se fait pour certaines marques de mode ou d'ameublement d'ailleurs, ce qui évite le gaspillage de produits, mais aussi les coûts de stockage et le cercle un peu vicieux d'une activité qui marcherait uniquement sur des promotions et des soldes. Dans l'économie circulaire, une des notions fondamentales, c'est allonger la durée d'usage pour les consommateurs. Donc, ça peut vouloir dire de proposer à ces consommateurs des offres de réparation, comme le fait Fnac Darty avec des abonnements spécifiques, proposer en ligne des tutoriels pour l'entretien de son matériel. Quand on est un assureur comme la Maïf, on privilégie la réparation plutôt que le remplacement. Ou c'est Discount qui va faire des partenariats avec des sociétés qui vont pouvoir faire de la réparation même à distance en visio ou proposer des produits qui sont réparables à vie comme les ustensiles Le Creuset. Certaines marques, on va le voir avec Decathlon, proposent aussi créer des plateformes de seconde main. Donc ça permet de maîtriser ce circuit de la seconde main qui existe par ailleurs, en offrant en tant que marque une garantie de qualité à ses consommateurs. Ça peut être une occasion de fidéliser ses clients aussi. Alors, le petit bémol sur ce type de modèle, c'est que malheureusement, c'est parfois prétexte à vendre plus de neuf. C'est-à-dire qu'on rapporte ces produits et en échange, on vous donne un bon d'achat et donc ça réalimente un peu le circuit du neuf. Mais c'est intéressant de voir comme les deux modèles neuf et seconde main sont extrêmement liés parce que finalement, pour faire de la bonne seconde main, il faut du bon produit neuf, du produit durable. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la filière textile, le mauvais exemple. En fait, la filière textile déborde de fast fashion et donc les centres de tri aujourd'hui sont complètement engorgés par des vêtements de mauvaise qualité qui ne sont pas valorisables en seconde main et qui sont extrêmement coûteux à trier. Donc, on voit qu'une mauvaise gestion finalement du neuf
vient casser le modèle seconde main. Et puis, je terminerai cette parenthèse sur l'économie circulaire en parlant évidemment des changements de business model, donc aller vers ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc là, on est vraiment, on privilégie la vente d'un service plutôt qu'un bien. C'est typiquement les modèles de location. Et puis, ça veut dire aussi, dans l'EFC, il y a le C, c'est-à-dire la coopération. C'est augmenter les externalités positives avec son écosystème, coopérer en fait avec les acteurs de son territoire, donc englober finalement les acteurs de son territoire dans son modèle. Ça peut être des associations de consommateurs, ça peut être des pouvoirs publics, voire des entreprises concurrentes de son territoire, et voir comment on peut revoir tout le modèle avec une vision comme ça plus territoriale. Donc finalement, l'économie circulaire, au-delà d'être un modèle alternatif et plus vertueux évidemment pour les limites planétaires, c'est aussi peut-être, mais Decathlon nous le dira peut-être, un modèle plus résilient parce que finalement, comme on réutilise des ressources qui sont déjà chez nous, on est moins dépendant d'approvisionnement en matières premières ou du coût de l'énergie, autant de choses qui peuvent être problématiques à l'avenir. Ça permet aussi de créer peut-être une nouvelle relation client avec plus de fidélisation. Et puis, c'est un bouleversement aussi dans la gestion des ressources humaines et des compétences internes parce que voilà, on va aller rechercher beaucoup plus de choses, des compétences beaucoup plus diverses que ce qu'on avait dans le modèle linéaire. Mais je pense que Magali et Anthony nous raconteront comment tout ça se passe chez Decathlon. Merci Adeline pour ce récap. En effet, on va passer le micro aux pratiquants, aux experts. Magali, Anthony, merci encore. Je vais vous poser la première question. Ayons un petit peu l'historique et le chemin parcouru à date par Decathlon. Est-ce que, Magali, tu peux nous rappeler un petit peu d'où vient Decathlon en matière d'offres circulaires? Quel est votre niveau d'adoption à date? Ok. Donc déjà, si on fait un petit rappel de l'histoire, Decathlon a été créé en 1976. Et les premières offres circulaires avec la réparation et la seconde vie, et donc le fameux Trocathlon pour ceux qui connaissent, ont été créés en 86, donc 10 ans après. Donc ça fait maintenant 38 ans, je fais les calculs, mais je pense que c'est ça, que Decathlon a déjà mis un pied dans l'économie circulaire. Donc en fait, c'est pas, on va dire, une nouveauté pour l'entreprise, c'est plutôt inné et inscrit au cœur des valeurs de Decathlon, puisque l'objectif, c'est quand même d'accompagner le plus possible nos clients à la mise au sport. Donc ça, c'est un élément qui est important. Maintenant, si on refait un petit peu le point sur ce qui s'est passé, c'est vrai que ça a vivoté, ça a marché, c'était présent dans l'entreprise, mais ça avait une place qui n'était pas, on va dire, au top de la stratégie, alors que depuis vraiment, je pense, 2022, il y a eu une grosse accélération sur la stratégie de la circularité, donc en remettant en avant nos ateliers, notre capacité à réparer, en lançant également des sujets autour de la circularité de manière beaucoup plus co-construite entre les différents business models, notamment avec une accélération aussi sur la location de nos produits, donc la location plutôt long terme. Donc voilà, donc on peut dire que finalement ça a toujours été un peu présent, mais que là depuis vraiment 4 ans, 5, je sais pas, oui, 5 ans, 5 ans, 4-5 ans, l'entreprise a décidé d'investir et de le mettre au cœur de sa stratégie, donc si bien que maintenant même nos collaborateurs sont rémunérés sur le chiffre d'affaires durable et circulaire.
Bien. Merci. Quels objectifs vous vous fixez justement à moyen terme et à long terme sur ces nouvelles offres ou ces offres qui sont maintenant le cœur de votre stratégie? Quels indicateurs de performance vous regardez pour piloter ça? Et quel rôle joue spécifiquement l'e-commerce dans ces offres circulaires et location? Donc déjà, ce qu'on va piloter, ça va être évidemment la réduction de CO2, puisque plus on va aller chercher des business models qui sont plus durables et meilleur va être notre impact CO2 au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde en termes d'indicateurs. Ensuite, on va regarder la part de volume d'affaires dû à ces nouveaux business models, enfin à ces business models circulaires par rapport à la part de volume d'affaires globale au sein de Decathlon. L'important pour nous, enfin l'importance de l'e-commerce pour nous, elle est majeure, puisqu'on sait que si on veut attirer et faire connaître c'est un nouveau type de finalement on est plus dans du service, alors pas sur la partie seconde vie, mais en tout cas la réparation et la location. Évidemment, ça va passer par la partie online, autour de l'awareness et également de d'être capable d'engager et de communiquer beaucoup mieux. En magasin, c'est très clair, on a également une réorganisation en tout cas de nos magasins pour venir mettre en avant tous ces services-là. Mais clairement, c'est la partie e-commerce sur laquelle on veut investir en termes de parcours et d'attractivité. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres en termes d'importance de ces nouveaux modèles dans la stratégie? En tout cas, qu'est-ce que vous visez? Je peux vous parler de l'ambition qui est un pledge, d'accord? Donc c'est notre souhait à long terme, c'est d'arriver à presque un quart, donc 25% de notre chiffre d'affaires sur du chiffre d'affaires circulaire. C'est ce sur quoi en tout cas on s'anime, ce qui est énorme. J'étais tombé sur une publication dans vos rapports, je crois. J'ai moins de 2% du chiffre d'affaires à date, je crois. À date. À date, tout à fait. Alors, à date, je pourrais pas vous communiquer les chiffres puisqu'on va les communiquer très prochainement de manière officielle. Donc là, le rapport de 2024 va sortir, donc je ne peux pas spoiler. Ouais, mais en tout cas, en effet, on a progressé, c'est clair, mais on n'est pas encore à 25%. Et il est important de voir aussi la complémentarité qu'on a entre nos offres et services retail purement physiques et la complémentarité et le rôle que l'e-commerce jouera demain, comme disait Magali. C'est sur cette voie prioritaire qu'on veut accélérer bien plus fort, puisque historiquement, tout est né du retail physique pur et dur. Et c'est là où on a été les pionniers et en tout cas très engagés. Maintenant qu'on a bien travaillé, structuré et renforcé les fondamentaux, on le fait de plus en plus et on le fera de plus en plus sur la partie e-commerce. Et c'est l'enjeu clairement de demain, c'est certain. Ok, merci. Donc, on parlait de la vente de produits d'occasion, qui est une activité historique chez Decathlon, même si ça s'est fortement accéléré ces dernières années. C'est un modèle économique assez complexe à maîtriser. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous êtes organisé sur cette offre? Quels conseils vous auriez à donner à des marques, des distributeurs qui voudraient se lancer sur le sujet? Et peut-être après, plus spécifiquement, comment vous gérez la cohabitation entre le neuf et l'occasion sur votre site e-commerce? Oui, alors du coup, c'est vrai que c'est un marché qui est complexe, comme vous dites, Adeline. Pour le coup, comme ça fait 5 ans qu'on l'explore, on arrive de mieux en mieux à le cerner et c'est tout l'avantage qu'on peut avoir. Déjà, très rapidement, la seconde vie, c'est quoi? En tout cas, chez Decathlon, c'est vraiment autour de 2 activités fortes. Déjà, la partie qui est exprimée à nos clients, qui s'appelle le service de reprise, qui permet de pouvoir racheter du matériel à des clients, à des sportifs, à des Français qui souhaitent justement disposer, par exemple, de pouvoir d'achat, de gagner en pouvoir d'achat. Donc, on peut racheter du matériel à des clients aujourd'hui. Donc, ça, c'est la première entité. Mais c'est aussi la revalorisation de tous les produits non neufs en e-commerce et en magasin
des produits qui étaient qui ont été trop longtemps jetés sans aucune revalorisation. Et ces produits sont désormais vendus en seconde vie. Et bien entendu, si on a ce vivier et cette offre de produits, il faut pouvoir les revendre. Et les canaux de distribution sont nos magasins historiquement, comme on le disait, et puis désormais la partie digitale avec Decathlon.fr. Donc ça, c'est important de pouvoir recontextualiser ce qu'est la seconde vie chez Decathlon avec les enjeux qu'on a abordés, disposer d'une offre de produits de plus en plus accessible, avec un côté très justement accessibilité-prix, hein, c'est l'ADN de Decathlon, les prix bas. Donc, on doit pouvoir avoir ce relais d'offres à proposer à nos clients. C'est aussi une manière de prolonger aussi le modèle économique de Decathlon de demain en pivotant vers un modèle d'affaires qui est compatible avec le monde de demain. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, c'est comme le disait Magali, c'est respecter aussi les accords des entreprises en lien avec les accords de Paris sur la réduction d'émissions de CO2. Donc ça, du coup, ça permet de recontextualiser. L'offre de nos produits de seconde vie, elle est principalement physique. Hein, c'est un certain nombre de produits qui sont vendus en magasin. Dans 90% de nos magasins, l'offre la plus importante, elle est dans nos magasins. On a très clairement un coup d'avance sur beaucoup et c'est tant mieux. Pour le coup, sur la partie digitale, on a posé les premières pierres dès 2021-2022 pour revaloriser tous nos retours e-commerce non neufs sur Internet, directement ensuite intégrés à Decathlon.fr. Aujourd'hui, le vendeur Decathlon Seconde Vie vend plus de 230 produits sur Decathlon.fr pour la revalorisation de nos produits. Et puis, très vite, on a emboîté la stratégie place de marché en y intégrant des partenaires seconde vie directement aussi sur Decathlon.fr, hein, ce qui fait qu'on a plus de 8000 produits de seconde vie vendus aujourd'hui sur Decathlon.fr. Nous, sous l'entité Decathlon Seconde Vie, mais aussi plein d'autres. On l'abordera un peu plus tard. Ça veut dire que c'est deux circuits logistiques séparés entre le retail physique et la partie e-commerce. Tout à fait, c'est des circuits séparés, mais qu'on veut de plus en plus faire communiquer pour éviter de les cloisonner. Typiquement, ça pourrait être du transfert de produits de notre entrepôt sur nos magasins en cas de produits qui ne trouvent pas preneur sur Decathlon.fr et qui pourraient trouver preneur parce que le produit va être visible, palpable. On pourra le toucher directement en magasin. Les gens ont besoin de pouvoir voir le produit comme il est pour pouvoir l'acheter. Mais on pourrait imaginer très bien, et on y travaille, de pouvoir remonter des produits des magasins parce que un vélo électrique d'une gamme très premium ne se vend pas dans un magasin et aura plus de possibilités de trouver preneur directement sur Decathlon.fr. Donc en fait, oui, ils ont été cloisonnés. Pour le coup, maintenant, c'est très clairement la volonté de pouvoir essayer d'y trouver des ponts et des porosités dedans. Et c'est d'ailleurs, pour le coup, le premier conseil que j'aurais à pouvoir poser, c'est de ne plus faire à côté ou de ne pas faire à côté d'eux. Pour le coup, aujourd'hui, imaginez de pouvoir anticiper et intégrer l'offre et l'activité seconde vie ou l'activité circulaire le plus possible dans les process, on va dire, classiques pour faire en sorte que dès l'IT ou dès les besoins informatiques jusqu'à l'intégration des produits dans l'offre, on ne soit pas à côté d'eux et qu'on puisse vraiment intégrer et rendre visible le plus possible ces sujets. Donc ça, c'est le premier conseil que j'aurais tendance à pouvoir préconiser en toute humilité. Après, il y a le côté de prendre son temps. Pour le coup, ça fait 5 ans qu'on explore. Chaque année, chaque jour, on apprend de plus en plus en testant, en explorant, en renonçant aussi sur des sujets qu'on a testés. Et du coup, on apprend surtout aussi par l'échec. Typiquement, on a testé il y a quelques mois, années, à pouvoir aller reprendre à distance des produits chez nos clients en venant s'occuper de l'enlèvement à domicile. Et on a appris beaucoup de choses, en tout cas en France, sur ces sujets. Pour le coup, on a décidé d'arrêter ce test et de pouvoir le faire évoluer, l'enrichir pour potentiellement le déployer plutôt à un niveau international dans un second temps. Donc ça, c'est aussi très important de pouvoir chaque jour avancer pas à pas avec des objectifs ambitieux, certes, mais pouvoir être très structurant là-dedans. Et puis les deux autres éléments, je dirais que c'est penser client, mais aussi penser collaborateur.
Aujourd'hui, on écoute beaucoup nos clients sur ce qu'ils veulent. On écoute beaucoup les Français sur ce qu'ils veulent. Typiquement, on a parlé tout à l'heure de rétribution bancaire ou du mode de rétribution qui n'est pas basé que sur le bon d'achat. Aujourd'hui, il était pour nous très logique de pouvoir proposer aussi cette rétribution bancaire sur le compte bancaire de nos clients en direct pour pouvoir répondre à cette demande. Et le dernier élément, c'est forcément autour des collaborateurs. Il est important que chaque collaborateur puisse être satisfait, être hyper intégré à l'évolution de nos différents business models. Déjà en transformant les métiers, on l'abordait, il y a un côté mindset très important. Transformation des métiers. Aujourd'hui, un vendeur en magasin n'est plus forcément que vendeur. Il devient aussi acheteur, il devient aussi loueur. Donc, c'est important de pouvoir être accompagné par la formation, mais d'être aussi intégré dans les différents fiches métiers et dans les missions qu'a le collaborateur. Et forcément, l'objectif, c'est de leur faire gagner du temps. Donc, on leur crée des applicatifs qui sont, en tout cas, le plus simple et le plus pratique possible pour les faire bouger là-dessus. Donc voilà ce que je pouvais dire. Je crois qu'il y avait un dernier élément de question sur la partie cohabitation entre l'offre classique et l'offre circulaire, si je ne me trompe pas, Adeline. Aujourd'hui, ce sont des offres complémentaires, comme on disait. Sur decathlon.fr, l'offre seconde vie est bien visible au même niveau que les produits neufs. Dans une boutique dédiée, si vous allez sur decathlon.fr, vous verrez en haut à droite un onglet seconde vie qui vous permet de voir tous les produits qui sont vendus par Decathlon Seconde Vie, tous les retours e-commerce revalorisés, mais aussi par tous les vendeurs que j'abordais tout à l'heure à travers les vendeurs de la place de marché. Et puis, on a un relais cross dans les offres neuves, par exemple. Aujourd'hui, quand on a une opération commerciale sur le ski ou là sur les soldes, on vient bien relayer également et créer des ponts pour rendre visible cette partie seconde vie, avec comme cible, et je laisserai peut-être Magali l'aborder, de se dire qu'une fiche produit aujourd'hui d'un vélo enfant 14 pouces doit pouvoir présenter directement dans sa fiche produit le produit neuf, mais aussi le produit de seconde vie directement intégré. Et ça, c'est une cible à laquelle on vise, bien entendu. Merci Anthony. C'est hyper intéressant. Moi, j'ai même pu moi-même tester la circularité chez Decathlon. Je suis un petit randonneur. J'étais pas dans les délais pour louer mon sac à dos et ma tente, donc je l'ai acheté puis je l'ai revendu très très rapidement. Et à Vélizy, l'expérience était top, mais tu le disais, mon vendeur était devenu un acheteur. Et du coup, quand je revends sur le Bon Coin, je regarde les prix pour savoir où viser. Comment est-ce que le vendeur s'y prend pour connaître la tarification? Donc c'est l'enjeu du pricing qu'on adresse un petit peu. Comment est-ce que vous faites pour adresser le pricing de la seconde main versus le neuf, évidemment, et surtout à l'échelle de Decathlon? Écoutez, je peux vous partager ce sujet, puisque en fait, c'est un des éléments clés, savoir bien racheter et bien revendre derrière, qui va permettre la viabilité de ce modèle économique en fait. Et donc en fait, nous ce qu'on fait, c'est qu'on a aussi bien sur internet que en magasin, les vendeurs ont un outil de cotation, ou vous, client, si vous voulez aller sur le site internet, voilà, vous pouvez rentrer un certain nombre de critères. Donc en fait, on fait évoluer. Donc c'est un pricing engine travaillé avec de l'IA qui était basé sur de l'Argus dans un premier temps. Et donc là, on développe une nouvelle version et on n'arrête pas de faire évoluer ce moteur pour qu'il soit de plus en plus apprenant. Et donc, on va rentrer un certain nombre de critères qui vont venir chercher des informations et du marché et de vétusté et petit à petit y intégrer des coûts de refurbishment pour qu'on puisse donner à nos clients la meilleure estimation de reprise possible, la plus juste. Et après, en magasin, en fait, c'est exactement la même chose que les collaborateurs ont dans leurs mains. En revanche, ils ont leurs compétences. Et donc, leur compétence, elle est parfois différente finalement du diagnostic, de l'autodiagnostic qui est fait par nos clients. Et c'est ça qu'on va venir travailler le plus possible. Donc, en fait, il n'y a pas que le moteur de prix, il y a aussi la capacité à poser les bonnes questions
pour que les réponses soient précises et qu'on arrive à ce résultat qui soit le plus proche possible entre l'estimation Internet fait en autonomie et l'estimation du collaborateur. Et ensuite, on a également un autre moteur qui permet de dire, basé sur ce coût de remise en état, à combien je dois revendre mon produit pour qu'il reste compétitif par rapport au marché, mais qu'il reste rentable pour Decathlon, parce que sinon ça perdurera pas. Donc voilà en fait en gros sur quoi on travaille aujourd'hui. C'est fait maison, Magali? Oui, tout à fait. C'est du développement interne. Que nos équipes ici font, et donc qui aujourd'hui il y a différents types de moteurs, comme je vous ai dit, qui tournent parce qu'on le fait évoluer. Donc là on est en train d'en tester un en Espagne avec notamment une acceptation de la part des collaborateurs par rapport au moteur. Et donc parce que parfois en effet ce qu'on constate c'est que le moteur, en tout cas l'intelligence, donne un prix et que c'est pas toujours respecté. Et donc on écoute très fort nos collaborateurs aussi pour comprendre pourquoi ça ne l'est pas et faire évoluer ce moteur de pricing. Ouais, d'accord. Merci. Merci Magali. Une question pour toi, Anthony. Tu parlais de la 3P, donc les fournisseurs de les vendeurs que tu fais rentrer sur ta marketplace de seconde main. Nous, dans le baromètre, on souligne l'importance du devoir de vigilance et de vérifier la qualité des produits qu'on fait rentrer sur une marketplace. Comment est-ce que Decathlon s'y prend pour choisir ses fournisseurs et avoir le même degré d'exigence sur ses propres produits que sur les produits tiers? Oui, en effet, c'est vrai que sur le côté 1P, sur la boutique interne Decathlon Seconde Vie, c'est assez simple. En fait, nos produits sont contrôlés, diagnostiqués, refités, refurbichés éventuellement, en tout cas via des contrôles internes, des fiches de contrôle, des applications internes. C'est bien aussi validé par les ingénieurs produits pour valider de la sécurité des produits, qui va nous intéresser forcément. Donc, on a mis en place des critères de sélection, en tout cas pour nos vendeurs marketplace, pour que du coup, par exemple, à minima, ils soient forcément capables d'assurer la livraison sous 5 jours ouvrables, d'assurer le retour gratuit sur 30 jours, d'appliquer la garantie légale du pays ou les SAV spécifiques. Donc ça, c'est ce qui nous permet justement de travailler avec des entités qui répondent bien à nos exigences. Et puis, c'est bien aussi des produits qui sont complémentaires à l'offre de marques et ou de typologie de produits validés par Decathlon, et c'est bien en complémentarité de l'offre Decathlon. Ça, c'est très important également. Typiquement, on a des vendeurs en seconde vie de sneakers spécifiques que nous ne pouvons pas avoir, nous, dans notre offre. Donc, on a bien cette complémentarité ici. Ça doit bien aussi se conformer à la charte produit, notamment à la partie seconde vie. On a des vendeurs qui vendent des produits neufs. Ils sont enregistrés principalement sur la marketplace comme cela. Et puis, en complémentarité, ils proposent aussi la revente de leur retour qu'ils reçoivent de la part de nos clients. Et ils les proposent aussi en vente seconde vie. Donc, c'est important en tout cas de bien travailler en amont avec eux sur justement la qualité des produits selon des états bien spécifiques. On va de état excellent jusqu'à état correct. C'est bien défini aujourd'hui dans l'ensemble des fiches produits qu'on propose à nos clients, que ce soit pour nous ou pour les vendeurs marketplace, pour que du coup le client puisse acheter le produit en bonne connaissance d'informations. Donc ça, c'est hyper important aussi de les animer également là-dessus. Et puis, on a créé un petit index maison aussi pour vérifier qu'ils soient OK sur le délai de livraison, sur les commandes qui ne sont pas annulées pour raison de manque de stock ou des éléments comme ça. Donc, on les suit et on les anime plutôt au niveau donc catégorie management et Key Account Manager en direct sur ces points-là. Magali, on a beaucoup parlé de seconde vie, mais vous êtes aussi actif sur le modèle de la location. Est-ce que tu peux nous raconter où vous en êtes sur le sujet, comment vous traitez cette expérience en ligne par rapport à celle du magasin, et puis peut-être est-ce que ça a un impact sur les autres business models? Voilà.
En fait, pour moi, la clé là de la transformation, elle va, en tout cas pour moi, pour nous chez Decathlon, la clé de la transformation, elle va se passer non plus de j'approche avec une offre de service et donc j'adresse la location, j'adresse la seconde vie, j'adresse la réparation ou de produits neufs. C'est plutôt par rapport à l'usage. Et donc, en fait, sur telle typologie de produit, quel est l'usage dont vont avoir besoin mes clients. Et donc, parfois, la location, par souscription notamment, ou court terme, pour un temps donné, elle y répond beaucoup mieux que finalement la propriété. Et donc, c'est de passer, en tout cas, l'objectif à travers la souscription, c'est basculer d'une économie de la propriété à une économie d'usage. Et on va venir essayer de sélectionner l'offre en complémentarité de notre offre actuelle. Et en fait, c'est ça, Anthony le disait tout à l'heure. Donc aujourd'hui, là où est-ce qu'on en est à l'instant T, on a abordé il y a pas longtemps beaucoup d'exploration dans le domaine de la location. Donc là, je vois une question, make or buy, mais donc là, on a travaillé avec certains partenaires pour pouvoir tester différentes possibilités. Et donc c'est des choses qui sont un petit peu hybrides sur nos plateformes e-commerce aujourd'hui. En revanche, moi, je travaille sur l'expérience unique et globale à travers le monde de nos solutions digitales. Et donc, on va venir proposer à travers une navigation des choses qui sont beaucoup plus intégrées et qui va répondre plutôt à une offre de produits. Je m'explique. Le vélo enfant est très sensible en tout cas à de la location, puisque par définition votre enfant y grandit et donc il y a beaucoup de produits en seconde vie sur du vélo enfant et en fait de permettre aussi d'avoir ce produit qui est évolutif et où donc on va changer de taille quand l'enfant grandit et toujours plutôt de bonne qualité et bien entretenu, c'est quelque chose qui est intéressant. Également sur du vélo, on essaye d'accompagner la transformation à la mobilité douce. Donc, on va avoir du vélo adulte et du vélo électrique. Ça, ce sont des offres aussi qui sont pour nous très intéressantes à la souscription. Donc, puisqu'on va pouvoir apporter potentiellement du service de réparation, d'entretien et accéder également à des vélos d'une gamme beaucoup plus résistante parce que ça devient l'outil du quotidien. Donc, en fait, à travers les enjeux de la location, ça va être ça, c'est-à-dire à travers mon offre, voici comment je vais pouvoir proposer et showcaser en fait à travers ma navigation, ma page produit, quelque chose qui apporte une solution qui soit pas forcément que du neuf et donc ça peut être parfois de la location et ça peut être parfois évidemment, aujourd'hui plus souvent, mais de la seconde vie. Pour la partie où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans notre e-commerce, un des gros enjeux pour nous, et Anthony l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on est né, on est un retailer, on n'est pas un e-commerçant à la base. Et donc, on est plus en avance dans nos magasins aujourd'hui, notamment avec la location. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, ça va être de pouvoir amener de l'omnicanalité dans nos expériences. Et de pouvoir le faire de manière mondiale. Donc concrètement, quand on veut louer un vélo sur le e-commerce, c'est pas encore l'expérience. En tout cas, c'est possible sur nos sites français. Ça n'est pas possible partout dans le monde, mais en tout cas, grâce à ce qui se fait en France, on apprend et on comprend. Et donc là, on va arriver à pouvoir proposer soit complètement une expérience en ligne, soit hybride avec une réservation en ligne et un click and collect. En click and collect en magasin sur l'ensemble de la gamme qui est ouverte à la location. Super, donc omnicanalité, retail et online et intégration des 3 business models finalement avec en fonction des usages, des exactement. Produits, des besoins consommateurs aussi et j'imagine de la rentabilité évidemment. Voilà, et donc quand on aborde ce point-là, évidemment, on n'a pas beaucoup parlé de supply et de value chain là, mais dès qu'on parle de e-commerce et de in-store, ça c'est un élément majeur et en tout cas un des défis auxquels toute entreprise va se frotter puisqu'on a l'habitude d'avoir des produits qui arrivent de l'entrepôt et qui descendent dans nos magasins, mais qui reviennent. Là, il y a tout un enjeu autour de la gestion des stocks puisque notamment dans la souscription, les stocks
continue à appartenir à Decathlon, mais le produit n'est plus là. Donc voilà, il y a toute cette partie-là qu'aujourd'hui on adresse puisqu'on le propose et on le propose dans plusieurs pays dans le monde aujourd'hui chez Decathlon, notamment la location par souscription. Mais en tout cas, c'est un enjeu pour cette année si on veut pouvoir le rendre disponible au plus grand nombre et de manière, on va dire, naturelle, donc intégrée à notre business as usual. Super, merci. C'est vraiment une transformation totale, stratégie, commerce, finance, logistique. C'est oui. Ça ne s'appliquera pas à tous les produits, Maëlie. On sent qu'il y a, non. Il y a une entrée par le besoin client quand même. Exactement. La clé de la différence, elle est le besoin et l'offre, elle doit être adaptée à ce besoin d'usage en fait. Et après, derrière, nous d'adapter la chaîne logistique, supply et la mise en avant de toutes ces expériences et l'accessibilité à travers des outils digitaux. Merci. On arrive à la fin du webinaire. Il nous reste une question. Je ne vois pas beaucoup de questions des participants. N'hésitez pas à chatter là si vous voulez les poser. Merci à Ninon. Adeline, moi j'avais une question sur l'éco-conception numérique quand même. On a beaucoup parlé produits. Quels sont tes recos en la matière, site web, publicité, des grands conseils à nous donner? Alors, l'éco-conception numérique, ça se base sur les principes de l'analyse de cycle de vie. Donc, grosso modo, le but, ça va être de faire des services, des applis, des sites qui ne sursollicitent pas le terminal de l'utilisateur, qui soient économes en ressources, on pense au réseau, au data center. Donc, si on veut résumer très sommairement, c'est faire des pages légères en compressant et minimisant les images, les vidéos, le nombre de plugins, minimiser le nombre de requêtes, faire des pages bien structurées et avoir un hébergement qui repose sur des sources d'électricité d'origine renouvelable et qui minimise la consommation d'eau et la consommation énergétique. Bon, du coup, on se dit que c'est un sujet un peu IT souvent, et en fait, pas du tout, parce que si on regarde, on peut se référer d'ailleurs au référentiel général d'éco-conception des services numériques qui a été publié par l'ADEME, l'ARCEP et l'ARCOM. Finalement, c'est beaucoup de sujets de conception fonctionnelle. Et donc, si on devait résumer, pour éco-concevoir un service e-commerce, il faut vraiment penser service centré besoin utilisateur. Ça tombe bien, c'est un peu la base de l'UX. Mais ça veut dire aussi, du coup, peut-être réfréner un peu toutes les techniques de marketing persuasif, parce que le but, c'est que le client puisse aller satisfaire son besoin de façon la plus directe possible. Donc, finalement, là où on nous a appris en marketing qu'il fallait favoriser l'engagement, le temps, les KPI de temps passé sur le site, etc., là, on change un peu de logiciel et on cherche à ce que le client il ait un super taux de conversion, il ait des scores NPS très bons et on va aller chercher la fidélité plutôt que le temps passé ou peut-être que lui, il est perdu sur le site et il n'a pas répondu à son besoin. Et ce qui est juste un dernier point super important aussi, quand on parle d'éco-conception, on a tendance à parler éco-conception web, donc uniquement le site internet, mais ce qu'il faut éco-concevoir, c'est surtout l'entièreté du service e-commerce et l'expérience client. Par exemple, si je fais de l'éco-conception web, je vais chercher à faire un site le plus léger possible. Et donc, en e-commerce, souvent, ce qui pèse assez lourd, c'est les pages de résultats et les fiches produits, parce qu'il y a beaucoup de photos, notamment, par exemple, dans l'industrie de la mode. Et en fait, la vraie éco-conception, ça sera de se dire, au contraire, je vais faire une fiche produit la plus complète possible, parce que je veux minimiser le nombre de retours produits. Parce que ce qui va peser le plus lourd dans votre empreinte environnementale, c'est beaucoup plus la production, la fabrication des produits, l'extraction des matières premières que l'empreinte numérique du site. Donc, il vaut mieux faire une fiche produit qui détaille bien sous différents angles le produit, que ce soit utile évidemment au choix du consommateur, mettre beaucoup d'avis clients, des descriptions très détaillées, etc., pour surtout, et ça c'est prouvé que ça améliore
le taux de retour des produits. Donc voilà, il faut On le toujours voit sur le avoir cette baromètre, double. Adeline, c'est quelque chose qu'on Ouais. regarde. 80% des e-commerçants qu'on a regardés ont des aides, tu sais, sur la taille, choses petites, choses grandes, exactement dans l'habillement. C'est les choses qui permettent d'éviter les retours. Ouais. Et qui coûte super cher aux e-commerçants, évidemment. Donc, en général, l'éco-conception, ça va quand même beaucoup dans le sens de la performance, de l'amélioration des coûts, Ouais. etc. Donc, c'est plutôt gagnant-gagnant. Moi, c'est juste si je peux rajouter aussi un élément qui est super intéressant pour l'éco-conception. Alors moi, mon métier, c'est de concevoir des produits digitaux. Et il y a un truc auquel on pense pas, mais en général, la fonctionnalité qui consomme le moins, c'est celle qui n'existe pas. Et en fait, il y a quelque chose qui est très difficile, enfin, en tout cas pour nous, difficile à faire en général quand on est product manager, c'est d'arrêter. Et il y a énormément de choses en fait qu'on lance qui n'ont pas le résultat qui était escompté et obtenu. Et donc ça, c'est un vrai challenge aussi de scruter en permanence ce qui ne répond pas en fait aux besoins, et donc les pages qui ne sont pas visitées, les features qui ne répondent pas aux besoins, et de les arrêter. Et en fait, ça s'appelle du nettoyage de la propreté, voilà, régulièrement. Et ben, c'est très efficace en effet pour la partie éco-conception. Donc la fonctionnalité la plus simple possible. Et si elle répond pas, ou tout produit digital, hein, pas forcément que du e-commerce. Mais... C'est Magali. Bon, on a assez peu de questions finalement. Je pensais qu'il y en aurait plus. Je propose d'arrêter là. Je pense que on a beaucoup échangé. Est-ce que, à moins que vous vouliez ajouter, Magali, Anthony, évidemment, quelques. Non, mais il y a la question make or buy, donc je sais pas, on y répond. Oui, il y a une question make or buy quand même. Tu as un petit peu répondu. Comment est-ce que vous développez le pricing, par exemple, c'est fait maison. Quelle est votre approche en général Decathlon? On sent que ça développe beaucoup en interne quand même. Oui, alors c'est une approche plutôt hybride quand même. Ça dépend vraiment des pans de l'entreprise. Donc moi, je travaille sur la partie e-commerce, tout ce qui touche à la circularité, donc e-commerce, in-store, et un peu côté également value chain. En tout cas, je représente la partie value chain, et ça va être des éléments qui vont être potentiellement différents. Quand on fait de l'exploration, en général, on va plutôt travailler avec des partenaires pour comprendre comment ça se passe. Et ensuite, nous, on est en effet assez friand du développement interne, parce qu'on essaie d'adapter vraiment notre système d'information à ce qu'on veut proposer en termes d'expérience, et on le fait évoluer très, très, très souvent. Et donc, c'est plutôt des briques interconnectées qu'on propose à l'ensemble des pays Decathlon. Donc voilà, donc ce qui est un peu de spécificité, potentiellement là, on va travailler avec des partenaires, et ce qui est, on va dire, plutôt de l'autoroute, en général, en tout cas, on a capacité à faire et on peut développer nous-mêmes. Moi, j'ai peut-être une dernière question pour Anthony. Tu as parlé des pages cross, les fiches produits avec à la fois du neuf et de l'occasion. Tu disais que c'était aujourd'hui pour les grandes opérations. À quand les pages produits systématiquement, incluant de l'occasion? Aujourd'hui, c'est plutôt en écriture du besoin et des différentes fonctionnalités en termes de cahier des charges. Pour le coup, en effet, c'est ce qu'on vise, hein. D'autres distributeurs le font, et aujourd'hui, on sait que ça nous permettra aussi de bien mettre en avant cette offre. C'est typiquement ce que je disais dans le conseil, de pouvoir intégrer le plus possible là où ça fait sens. Nous, aujourd'hui, on est légèrement à côté d'eux, mais on a surtout la chance de pouvoir avoir déjà une offre intégrée sur decathlon.fr, hein, ce qui n'est pas le cas de tous les distributeurs. Donc, la première étape, elle est là. En effet, la cible et ce qu'on cherche à avoir, c'est directement l'avoir dans la fiche produit du produit neuf. Pour le coup, je n'ai pas de timing encore à donner là-dessus. En tout cas, on met tout le monde dans le bon sens, des équipes digitales jusqu'à la partie très opérationnelle, pour faire en sorte que ça arrive le plus vite possible au service de nos clients. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Magali, Adeline.
Anthony, pour votre participation. C'est très aimable à vous. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. Et puis, peut-être rendez-vous dans le prochain baromètre en fin d'année. Merci Allez, beaucoup. merci. Merci, au Au revoir. revoir. Merci.